Nous allons aborder maintenant le repérage chez la femme enceinte. Un constat est simple. Sur le certificat obligatoire du 8e jour, la consommation d'alcool durant la grossesse est tracée pour 1% des femmes. Mais dans le baromètre santé, 11% des femmes enceintes déclarent avoir consommé de l'alcool durant leur grossesse. 11 fois plus, alors qu'il y a sans doute une sous-déclaration. Cherchez l'erreur. Pourtant, l'alcoolisation fœtale est la cause la plus fréquente de déficit mental non génétique et ses conséquences sont graves et surtout à vie. Pourquoi cet énorme écart? Il est probable que la consommation n'est pas interrogée, parfois et même souvent. Mais il est possible aussi qu'elle soit connue et non tracée, car jugée comme trop anecdotique pour risquer de stigmatiser la mère. Pourquoi mettre un éventuel bazar pour si peu? Si peu vraiment, ce n'est pas une priorité. Il y a tellement d'autres choses importantes à faire en réalité, et par manque de temps. Le professionnel peut avoir le sentiment d'être intrusif, d'entrer dans une sphère privée où la culture et la fonction sociale de l'alcool est légitime, et d'autant plus qu'il subit les mêmes influences. Il peut enfin se sentir en difficulté, maladroit, avec le risque de s'empêtrer dans un argumentaire qu'il maîtrise mal, d'avoir à gérer un aveu, entre guillemets, qui le déborde. Il y a sans doute un peu de tout cela. Prenons un peu de temps pour réfléchir et revenir aux fondamentaux. Qu'est-il utile de savoir dans le cadre du repérage de la consommation d'alcool chez la femme enceinte? En pratique, la question fondamentale à résoudre est: a-t-elle consommé de l'alcool, quel qu'il soit, depuis la date théorique de la conception? Si la réponse est non, et nous verrons plus tard comment aborder la question, il faut tout de même s'intéresser aux facteurs de vulnérabilité. En effet, si la patiente est fumeuse persistante, si elle a des vulnérabilités sociales et ou psychiatriques, si elle a des antécédents addictologiques, surtout s'ils persistent, si elle a souffert de violence ou si elle est elle-même violente, s'il y a des addictions connues dans l'entourage proche, et si elle a des enfants placés ou porteurs de TSAF, ce nom peut être une façon de se protéger. Il peut vouloir dire différentes choses. Je n'ai pas bu à un niveau qui fait courir des risques au bébé selon mes représentations, au sein de mon environnement social et familial, dans ma culture. Je culpabilise de mes quelques consommations que je préfère oublier, ou ne pas dire à mon soignant pour préserver mon image. Ou passez votre chemin, il n'y a rien à voir, par peur d'un placement de l'enfant, par sentiment d'incapacité à arrêter de boire. Dans ces circonstances, le soignant doit avoir son sismographe qui réagit et ne doit pas hésiter à aborder la question sous plusieurs angles. Si la réponse est oui, eh bien, le diagnostic positif d'exposition prénatale à l'alcool est posé, mais il convient de se demander, est-ce qu'elle continue? Si la consommation a été arrêtée, l'intervention brève sera centrée sur le renforcement positif, la déculpabilisation selon les besoins. Si la consommation se poursuit, l'intervention brève sera centrée sur la prise en charge addictologique par le soignant ou le plus souvent par une ressource de proximité qui peut être trouvée à l'aide du site addictoclick.com. Ainsi, le diagnostic d'exposition prénatale à l'alcool sera systématiquement tracé dans le dossier et dans le carnet de maternité sous la forme oui déclaré ou non déclaré. Il est important également de noter les facteurs de vulnérabilité identifiés. Et enfin, il est possible, voire recommandé, de décider avec la patiente ce qui sera noté dans le dossier dans le cadre d'une décision partagée. Si on voit mieux maintenant quel est l'objectif pragmatique de ce repérage par un soignant non addictologue, il n'en demeure pas moins qu'il y a un savoir-faire à acquérir pour aborder la question de l'alcool. 61% des médecins généralistes déclarent aborder le sujet de façon systématique avec leurs patientes.
cela étant probablement très surévalué du fait du biais de désirabilité sociale. Je dis ce que je pense bien de faire. Nous avons vu les difficultés faisant obstacle à l'abord de la question pour les soignants et la femme, et il ne faut pas oublier l'entourage. N'oublions pas également nos propres représentations. Dans une culture si imprégnée des valeurs sociales, conviviales et même mercantiles de l'alcool. Pour ces raisons, il est important avant tout de travailler à établir une relation de confiance avec la patiente et son entourage et de ne pas se placer sur le registre de la morale. Enfin, il est important de souligner que tout professionnel de santé et même du social entrant en contact avec une femme enceinte est légitime pour opérer une consommation. Avec quelle patiente faut-il donc aborder le sujet? Étant donné les enjeux, le fait qu'il n'y ait pas de seuil sans risque et que l'alcool est souvent caché chez les femmes, la question reçoit une réponse évidente. Il faut être systématique. Et dans l'idéal, avec toutes les patientes en âge de procréer. Par exemple, il est important de profiter des consultations pour contraception, pour désir de grossesse ou simplement de toute opportunité, d'autant plus si la patiente présente les facteurs de vulnérabilité que nous avons déjà énoncés. Avant la grossesse, je dirais donc à froid, il est possible d'insister sur les conséquences possibles de l'alcool sur le bébé. Pendant la grossesse, ceci devient beaucoup plus culpabilisant et inquiétant. En tout cas, l'abord de la question doit se faire le plus précocement possible dans la grossesse afin de pouvoir agir sur les consommations au plus tôt afin de réduire les dommages. Quelques principes simples sont utiles pour développer l'alliance et la confiance mutuelle. D'une façon générale, il peut être intéressant d'intégrer les questions sur la consommation d'alcool aux questions concernant le mode de vie, hygiène alimentaire, tabac, médicaments, activité physique, sommeil, ce qui peut limiter le caractère stigmatisant éventuel. De principe, on croit ce que nous dit la patiente, car le patient a toujours raison, mais on reste vigilant en cas de facteur de vulnérabilité et on y reviendra donc plusieurs fois. Un point capital est d'essayer de recevoir la patiente seule alors qu'elle peut être accompagnée. Le passage en salle de soins est ainsi une opportunité pour aborder les questions gênantes vis-à-vis de l'entourage. Si l'entourage est présent, c'est l'occasion de lui demander de protéger la femme enceinte en lui évitant les tentations. Il est important d'éviter les questions fermées, surtout si elles sont négatives du type pas d'alcool ni de tabac, vous ne buvez pas d'alcool. Ce type de questions suggérant la réponse négative comme une normalité est une opportunité qui est vite saisie en cas de culpabilité. Évoquer la consommation avant la grossesse peut être très intéressant, sachant que plus une femme consomme en dehors de la grossesse, plus elle a de risques de poursuivre sa consommation en étant enceinte. De plus, elle aura sans doute consommé juste avant de savoir qu'elle était enceinte, ce qui sera abordé dans un deuxième temps. Malgré toutes nos précautions, la déclaration d'une consommation d'alcool peut rester difficile pour la femme. Il est donc très important de rester vigilant, notamment chez les populations à risque, comme nous l'avons vu précédemment. Il est également utile de connaître les signes d'appel devant nous faire suspecter une consommation d'alcool. Pour le fœtus, les signes échographiques tels qu'un retard de croissance intra-utérin, une microcéphalie ou une anomalie de développement neurologique. De même, chez la mère, un épisode de menace d'accouchement prématuré, une hypertension artérielle, des consultations répétées aux urgences ou parfois un VGM élevé associé à un fer sérique bas doivent nous faire suspecter une possible consommation. Tracer le repérage permettra de réinterroger la patiente sur la question et de renforcer le dépistage, surtout chez les patientes ayant déclaré une consommation nulle ou faible d'alcool. Si ces principes sont très utiles, il existe autant de façons d'aborder le sujet que de professionnels de santé. Il tient au praticien de choisir la manière avec laquelle il se sentira le plus à l'aise, tout en préservant l'alliance dans une approche empathique. Nous allons proposer ainsi différents exemples, sans prétendre à l'exhaustivité.
Il faut également préférer citer les différentes boissons alcoolisées plutôt que de parler d'alcool en général. En effet, certaines patientes n'évoquent que des alcools forts et elles peuvent ne pas rapporter les consommations de vin, cidre, bière ou cocktail. Le professionnel peut utiliser la méthode de la question unique. Il s'agit d'une façon empathique et simple de lancer la discussion. Cette question permet d'explorer l'existence de consommation en début de grossesse sans le demander directement, ce qui est moins stigmatisant. En effet, une question unique telle que « À quand remonte votre dernière consommation d'alcool ? Vin, champagne, bière, cidre ou alcool fort ?» a montré une très bonne sensibilité pour détecter une consommation à risque. Personnellement, c'est la solution que j'utilise le plus souvent et le plus naturellement. Le professionnel peut aborder la question sous la forme d'un dialogue de soutien dans une approche centrée sur la patiente. Il s'agit de lui permettre d'aborder ses préoccupations à elle. En effet, on a trop souvent tendance à se focaliser sur le bébé, sur sa protection, lorsque nous avons la mère devant nous et ses propres difficultés, à elle. Tout au plus, la préoccupation de l'enfant doit venir d'elle. L'approche doit toujours être non critique et rassurante. Par exemple, que pouvez-vous me dire au sujet de vos habitudes de consommation d'alcool avant de savoir que vous étiez enceinte? Puis, avez-vous été en mesure de stopper ou de réduire votre consommation depuis? Et enfin, votre consommation d'alcool vous préoccupe-t-elle? L'objectif est qu'elle se sente libre, à l'aise, en confiance pour révéler des détails sur sa situation personnelle. Et selon les principes de l'entretien motivationnel, les réponses pourront être reformulées pour permettre à la patiente d'ajouter des précisions. Le sujet peut être abordé également de façon à éveiller l'intérêt de la patiente. En effet, on peut introduire le sujet par une déclaration initiale. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une série de questions au sujet de votre mode de vie. Je pose ces questions à toutes mes patientes puisqu'elles sont importantes en ce qui concerne leur santé et celle de leurs enfants. Vous le voulez bien? Ceci permet de demander l'autorisation à la patiente qui nous ouvre ainsi la porte. On peut aussi par exemple poser des questions au passé, afin que la patiente enceinte ne se sente pas stigmatisée par une question qui pourrait sous-entendre qu'elle consomme actuellement. Dans le cadre d'une semaine typique, à combien de reprises avez-vous habituellement pris un verre? Toujours de la même façon, ouvrir le dialogue, par exemple, en interrogeant la patiente sur son désir de connaissance concernant la consommation d'alcool durant la grossesse. Que voulez-vous savoir des effets de la consommation d'alcool pendant la grossesse? Les questionnaires standardisés, tels que ceux évoqués, peuvent être utilisés pour quantifier le risque en cas de consommation actuelle. Plusieurs exemples sont présentés dans les documents référents. La sévérité du trouble de l'usage sera évaluée grâce au DSM-5, également présenté dans les documents référents. La biologie va permettre d'identifier certains dommages, mais elle est peu exploitable dans le repérage. Ce dernier repose essentiellement sur l'entretien, dans le cas d'une relation de confiance. Dans le cas de l'utilisation d'un auto-questionnaire en salle d'attente, par exemple, comme ceux du RPNA ou du GEGA, il est majeur de reprendre les réponses au questionnaire avec la patiente. En effet, certaines personnes auront plus de facilité à cocher une case quand elles sont seules, et elles se prépareront à être interrogées sur les cases cochées. Ne pas le faire serait contre-productif.